J'accueille Géraud Dalprat, qui est un habitant de Mazères, qui est parti pendant 8 ans sur les traces de son père en Abyssinie. Et il revient au pays avec des merveilles et plein de cadeaux pour Phébus. C'est bon. Il y a eu beaucoup de périples, d'aventures, de souffrances, de bonheur. Finalement, c'est le bonheur qui l'a emporté, puisque je reviens avec plein de merveilles de là-bas pour montrer au peuple de Mazères ce qui existe au-delà de la Méditerranée. Et Géraud Dalprat, comment vous le trouvez Je le trouve très séduisant. Tout à fait charmant. Oui. Vous savez que c'est un cœur à prendre là? Il est revenu seul de son aventure. Ah bon? Oui. Ouais, ça peut être intéressant. Ah là là, ça c'est très... Mais comment vous le trouvez? Super. Je vais le voir, je ne l'ai pas vu encore. Vous allez l'inviter à danser ce soir? Et pourquoi pas? Et d'avoir un accueil aujourd'hui comme ça, 8 ans après, ça vous fait plaisir vraiment? Et ça me fait chaud au cœur et puis c'est une émotion qui me prend tout le corps et c'est indescriptible. Vous êtes prêt à repartir? Vu mon âge et vu les péripéties que j'ai vécues et vu le danger, je ne sais pas si un jour je pourrais partir, mais pourquoi pas.
Écoutez, mes fidèles seigneurs, et vous aussi, mon bon peuple de Mazères. Si je vous ai conviés sur ce pré, c'est pour faire grande et belle fête. D'abord, nous allons nous réjouir du retour de Géraud Delprat, parti il y a 8 années en Abyssinie sur les traces de son père. De ces contrées, il a rapporté moult merveilles qui ne vont pas manquer de vous esbaubir. Et puis, plus tard, je vous annoncerai à mon tour une grande nouvelle que j'ai jusqu'à ce jour tenue secrète. Mais voici qu'arrive Messire Delprat avec ses serviteurs. Accueille-le comme ici un gentilhomme ayant fait preuve de tant de vaillance. Quelle joie pour moi de retrouver ma bonne ville, ma rivière, ma forêt et tous ces visages que je pensais bien ne jamais revoir. Sire Phébus, vous nous jugez sans doute étrangement vêtus. C'est à seule fin de vous faire connaître la façon dont on s'habille de l'autre côté de la Méditerranée que nous avons mis ces tenues. Quant à moi, je retrouverai dès demain
et avec plaisir les chausses et le surcot que l'on a coutume de porter dans notre pays. Quelle joie pour nous de vous retrouver, vous que nous pensions entrer dans le royaume des morts, tant fut longue votre absence. Messire del Prat, contez vos aventures à mes seigneurs et à toutes ces bonnes gens venus vous accueillir. Qu'il en soit fait selon votre volonté, comte Phébus. Ayant rassemblé toute ma fortune, je quittai mon village avec mes 2 serviteurs, Guillaume et Bernard Étienne. Franchi le Rhône, voilà les frontières de l'Italie que nous traversons jusqu'à Venise. Dans le port, nous trouvons l'embarcation qui nous convient. Une grande et solide nef emportant vers Alexandrie du bois, du fer et un groupe d'esclaves mâles et femelles destinés au sultan El Nazir. Sur cette embarcation, je liai connaissance avec Pedro di Mola, qui connaissait bien la langue arabe. Il accepta de nous suivre pour être notre interprète. Notre navigateur était homme fort habile et nous approchons sans encombre de la terre d'Égypte. Depuis notre départ, plusieurs mois s'étaient écoulés et nous décidons de prendre quelques repos dans la ville d'Alexandrie. Mais je n'en oubliais pas pour autant le but de mon voyage. Monter jusqu'à la cour du prêtre Jean et retrouver mon père. Au bout de quelques semaines, nous prenons un bateau afin de remonter le cours de Nil, ce qui dura plus de 50 jours. À Quenay, nous abandonnons le fleuve et achetons des chameaux afin de nous transporter sur les rives de la mer Rouge. Nous embarquons à Cossé, pensant naviguer jusqu'à Massoua, qui est aux portes de l'Abyssinie. Pendant 40 jours, ce fut une chaleur si forte que je crus, comme un navire, aller brûler. Pourtant, nous avions dépassé Souakim, et mon cœur sautait de joie, car au loin, on apercevait les terrifiants monts de la lune, où se trouvait peut-être mon père, à la cour du prêtre Jean. Hélas, 3 fois, hélas, l'eau que nous avions emportée était devenue noire et puante, et des tarés rongeaient le bois de notre vaisseau, qui prenait l'eau tant bien qu'une écumoire. Il fallait arrêter notre navigation. Alors que nous nous approchions de la côte, nous vîmes venir à nous des embarcations menées par des hommes noirs, au visage tailladé, armés de haches et de saguets. Ils étaient plus de 50. Nous étions 12. Je vis avec épouvante disparaître dans les flots mon fidèle Guillaume. Quant à moi, je reçus sur la tête un coup à faire jaillir la cervelle, et je sentis la mort me prendre. Quand je revins à moi, plusieurs jours après, je vis d'abord les visages de Pedro et de Bernard Étienne. Ils me contèrent la sauvagerie des barbaresques qui nous laissèrent pour morts. Leur effort pour nous ramener à terre
les jours de détresse sous un soleil implacable, jusqu'à ce que la Providence nous envoie une caravane où l'on prit pitié de nous. En terre inconnue, accablés de blessures, sans aucun bien, nous revenions quand même à la vie grâce à la miséricorde de nos sauveurs. Quant à moi, mes années d'apprentissage chez Maître Weiss me furent très utiles. Dès que je le pus, j'appliquai tout ce qu'il m'avait appris de la médecine et prodiguai mes soins tant aux hommes qu'aux animaux. Ma renommée grandissait. Je réussis à amasser quelques fortunes et tentai une fois encore de gagner l'Abyssinie. Hélas, des guerres entre tribus avaient éclaté, rendant impossible le passage de la frontière. Or donc, l'âme meurtrie, je me résignai à préparer mon retour. Je me rendis à Alexandrie afin d'attendre un bateau en partance pour Marseille. C'est alors que je fis connaissance avec un moine d'Éthiopie rentrant d'un pèlerinage à Jérusalem. Je lui vantais la beauté de notre abbaye de Boulbonne, la force et l'autorité de son abbé, la foi ardente de ses moines, tant et tant qu'il fut convaincu de se joindre à notre groupe. Le voici qui arrive et vient vous demander, avec votre bénédiction, messire abbé, la permission de séjourner quelque temps parmi vous. Ta peau est noire, ta langue est différente, mais tu as une âme comme la nôtre, puisque tu as la connaissance et l'amour du vrai Dieu. Tu viens d'une contrée du bout du monde, mais cette croix gravée sur ton front t'ouvre les portes de notre couvent. Tu y séjourneras autant qu'il te siera, et tu uniras tes prières aux nôtres. Prends place à nos côtés. Au cours de mon voyage, Dieu a daigné me montrer des choses toujours plus belles. J'ai réussi à en ramener quelques-unes. Pour moi qui les vis, l'émerveillement fut grand. Je pense qu'il le sera aussi pour vous. Allons, nous avons hâte de découvrir toutes ces merveilles. Présentez-les à tous ces gens qui vous écoutent. Voici l'encens et la myrrhe que les rois mages offrirent à notre Seigneur lorsqu'il naquit. Leur envoûtante fumée viennent du suc d'un arbre à qui l'on fait de profondes blessures. Voici les feuilles que nous n'avons pas coutume de voir dans nos contrées. Ce sont les feuilles du palmier. Et voici les fruits qu'ils donnent. Séchés au soleil, ils sont plus doux dans la bouche que le plus suave des miels. Voici un autre fruit, aussi bon frais que séché, le fruit du figuier. Savez-vous que les paysans au bord du Nil ont pour coutume d'en nourrir les oies, ce qui leur donne une chair et un foie encore plus délectables.
amphore contient de l'eau du Nil, le plus grand fleuve du monde, qui naît en Abyssinie, dans les effroyables monts de la Lune, tout près du paradis. Son nom éloigne tous les maux et assure la puissance au souverain. Puisse-t-elle, comte Phébus, vous donner un règne si long et si brillant que l'on en garde la mémoire durant des siècles et des siècles. Je vous ai parlé de ces gens noirs de peau qui nous ont sauvés d'une male mort. Ils vivaient de pêcherie, de cueillette, de chasse aussi. Parfois les hommes partaient pour de longues aventures et ramenaient des gibiers étranges dont ils vendaient les peaux. Voici celle d'un animal un peu semblable à un cheval, nommé le zèbre. Voici celle d'une bête carnassière, rapide et redoutable, dont les guerriers aimaient se parer les jours de fête. Ils m'ont parlé aussi de très grands chevaux marins, vivant dans la boue du fleuve, qu'ils appellent hippopotames. Voyez une de leurs dames. Et celle-ci appartient au plus gros des animaux qu'il m'ait été donné de voir, l'éléphant, si puissant qu'il écrase tout sur son passage. Voici la dépouille d'un lézard, nommé crocodile. Il peut mesurer jusqu'à 24 pieds de long et avoir une bouche si grande qu'il peut aisément engloutir un homme. En Égypte, il est vénéré à l'égal d'un dieu. Mais dans l'armée du prêtre Jean, sa peau est utilisée pour fabriquer cuirasses et boucliers si épais, si solides, que nulle flèche ne peut le traverser. Voici enfin la peau d'un serpent redoutable, le python royal. Mabrouk, dont la caravane a eu quelques retards, n'a pu être là aujourd'hui. Mais lors du festin, il vous présentera des spécimens bien vivants de ces terrifiants animaux. Et Mabrouk vient d'arriver, Seigneur. Mabrouk est un délégué céleste et resplendissant pour présenter de notre région. Les arbres avec son droit de l'œil, il s'incline devant le soleil. La cercle que voici. Et enfin, c'est la grande arrêtée. Devant toi, Phébus. Elle déploie ses pattes. Voyez ici les plus gros oiseaux de toute la création, nommés autruches. Elles courent comme le vent
Et un seul de leurs œufs suffit à faire une arboulastre pour 12 personnes. Vous savez, comte Phébus, que je vécus assez longtemps à Alexandrie, ce port où arrivent toutes les merveilles et raretés du monde. J'ai parlé avec de riches marchands en leur disant la splendeur de votre cour, votre amour de la beauté, votre magnificence. Ils ont tenu à venir vous présenter eux-mêmes leurs marchandises. Voici des dromadaires, semblables à ceux que nous avons utilisés pour nos déplacements en Afrique. Leur bosse, pleine de réserves, leur permet de vivre 40 jours, sans boire ni manger. Ils ne redoutent ni le sable brûlant, ni le soleil de feu. Ils transportent hommes et marchandises et retrouvent toujours leur route dans l'immensité du désert. Ceux-ci appartiennent à Souleymane Mouissa, un riche marchand. Il va nous faire découvrir les merveilles qu'ils apportent. Mais Souleymane ne parle pas notre langue. Et mon serviteur, Pedro Di Moula, va donc traduire ses propos. Souleymane dit que le soleil engendre les métaux nobles et que le Nil lui-même roule dans ses flots des pierres précieuses, telles que celles qui ornent ses bijoux étincelants. Souleymane dit que les rayons de lune se sont mêlés au fil de soie pour donner toute leur splendeur à ces étoffes éclatantes. Souleymane dit que tout cela est digne des belles et nobles dames ici présentes et leur fera des parures à la mesure de leur grâce. Et puis, comte Phébus, voici une surprise pour vous. Souleymane Mouissa ne se sépare jamais de sa favorite. Elle vient vous saluer et dansera pour vous lors du festin, si vous le désirez. Comte Phébus, Malik El Saïr, qui s'approche de vous maintenant, est un des plus prestigieux éleveurs qui puisse exister. Il tient à vous faire connaître les produits de son élevage, persuadé que vous vous laisserez séduire par quelques hongres fougueux. Permettez qu'il présente sous vos yeux et ceux de cette noble assemblée une de ces parades traditionnelles en pays d'Afrique et qui mettent en valeur tant la fougue des bêtes que l'intrépidité des cavaliers. Maintenant, place aux jongleurs et aux équilibristes. Et aux cavaliers, admirons leur prouesse pendant que se prépare la grande surprise que notre bien-aimé comte Phébus doit révéler bientôt à notre bonne ville.
Géraud Delprat a quitté Mazères en 1356, juste après que le prince noir, au terme de son équipée sanglante en Languedoc, se soit arrêté dans notre bonne ville. 8 années se sont écoulées, car nous sommes en 1364. Pendant cette période, notre comte bien-aimé a vécu des aventures extraordinaires à la mesure de sa fierté et de sa hardiesse. Après avoir été emprisonné pendant plusieurs mois sur ordre du roi Jean le Bon, il part en croisade pour la Prusse orientale. De retour en France, son orgueil ne peut supporter la protection que le dauphin accorde au comte d'Armagnac, son ennemi héréditaire. Aussi fait-il alliance avec les Anglais, et le voilà qui attaque l'armée française aux confins du pays toulousain. Durant cette période, notre Bolleville connaît malgré tout la prospérité et la sérénité. Au cœur de la Bastide, barbiers, cordonniers, parcheminiers, tisserands, teinturiers, forgerons, fabricants de chandelles, boulangers, font prospérer leur commerce encadré de très nombreux hommes de loi. Mais la plus grande part des habitants travaillent hors des murailles, sur les terres du monastère de Boulbonne, accordant leur labeur au rythme lent des saisons. Cher Géraud Delprat, vous nous avez quittés il y a bientôt 8 ans. J'ai demandé à Guillaume, mon fidèle troubadour, de vous conter ce que fut la vie à Mazères durant ces années-là. En vient le frais matiné, tous quittent les murs de la ville, avec râteaux, pêches et fossiles, gagnent les champs pour y travailler. La bonne terre, il faut labourer, le grain doré, il faut y semer, belle moisson auront en été. La plaine de Mazères est riche et produit à foison du gros grain comme le froment, l'épeautre, le seigle et l'avoine, et du menu grain comme le mil et le millet. La vigne prospère sur les coteaux. Le lin, le chanvre et le pastel abondent, assurant du travail aux fabricants et teinturiers d'étoffes. Sur les petites parcelles, on cultive les lentilles, les navets, les poireaux, les raves et les choux. Tous ces beaux légumes, promesses pour chacun de bonnes crétonnées au lard. Les vaches, chèvres et moutons, les volailles, donnent lait, œufs et viande pour enrichir encore le repas.
joyeux pastoureaux, menez vos troupeaux vers les prés nouveaux, chèvres, vaches et agneaux, baissez au son du pipeau. Blanche-laine, douce toison, file ta quenouille Marion, drap de laine de nos moutons, épaisse cape nous aurons, quand viendra la froide saison. En lisière de nos champs, la belle forêt de Boulbonne dresse ses chênes immenses, ses noyers, ses châtaigniers, ses frênes et ses ormeaux. Elle donne à chacun de quoi construire et meubler la maison. Le bois de feu qui brûle dans l'âtre et réchauffe la famille réunie autour des flammes. Elle offre aussi les glands, les châtaignes et les noix, et à qui sait les découvrir, gibiers et champignons. De l'ombre douce de tes chênes, quand l'été brûle la plaine, aux fruits trouvés sur la mousse, quand l'automne te fait rousse, belle forêt de Boulbonne, toujours tes trésors tu nous donnes. Juillet adorait la plaine, septembre a rougi les coteaux, de lourds épis les granges sont pleines, de jus vermeils sont pleines et tonneaux. La terre a tenu ses promesses, aux enfants soyez dans l'iesse, faites joyeuse farandole, faites danse grande et folle, faites joyeuse farandole, faites danse grande et folle.
fait savoir à tous de fermer les passages existants dans leurs immeubles avoisinant les murailles fortifiées, par où des dommages pourraient être causés à la ville s'il y avait une guerre. Ce sont méchantes nouvelles de peur, de misère. Ce sont méchantes nouvelles puisque s'en vient la guerre. Hélas, hélas, la mort et la misère par la maudite guerre. Nous sommes maintenant en 1360. Notre comte bien-aimé, toujours ulcéré de la protection que le roi de France offre au comte d'Armagnac, livre des combats meurtriers et s'empare d'Auterive et de Sainte-Gabelle. Il fait des prisonniers. Ceux-ci sont amenés à Mazères, où ils resteront détenus jusqu'au paiement complet de leur rançon. L'alerte est donnée. Les sentinelles ont vu une troupe s'avancer dans la plaine. En haut des murailles, les braves sujets du comte de Foix s'apprêtent à repousser l'assaillant. Voilà l'armée ennemie qui paraît. Voyez ces étendards et ces boucliers où s'étale le lion sanguinaire et prétentieux, le lion des Armagnacs. Ils viennent nous narguer dans un défilé plein de morgues. Ils viennent nous narguer avant de nous attaquer. Que vous détenez ou de subir siège et assaut. Éloigne-toi avant que je ne te fasse rentrer dans la gorge tes vantardises. Gens d'Armagnac qui mettent en place leur machine de guerre. Voici la bombarde et la baliste. Voici la redoutable catapulte qui va projeter sur nos murs de lourdes pierres, suivie du trébuchet de la bombarde. L'artillerie donne contre les murailles. Les flèches enflammées volent au-dessus des créneaux.
La catapulte lance ses boulets de mort. Miséricorde! On dirait que ces maudits Armagnacs ont porté le feu au sein de notre bonne ville. La bataille fait rage. Nos agresseurs vont maintenant tenter d'enfoncer la grande porte de la ville à coups de bélier, qu'ils vont actionner avec fureur, abrités sous le toit de la Tortue. Nos valeureux défenseurs veillent et jettent sur les ignobles Armagnacs bottes de paille, pierres, huile et eau bouillante. La grande porte résiste. Les Armagnacs vont tenter maintenant de porter la mort au cœur même de notre ville, en passant par-dessus les murailles. Ils mettent en place des passerelles au-dessus des fossés. Ils approchent le beffroi, dressent des échelles contre nos murs. Et voici maintenant le redoutable corbeau, qui peut arracher de ses griffes de fer des pans entiers de murailles. L'assaut est général, mais les gens du comté de Foix se défendent avec un courage admirable. Les pertes du côté des Armagnacs sont énormes. Paraissent décontenancés. Les voilà qui se regroupent auprès de leur chef, attendant des ordres. Vont-ils renoncer? Non. Ils repartent déjà à l'assaut. Mais soudain le pont-levis s'abaisse et une tornade sort de nos murailles. Tout ce que Mazères compte d'hommes braves et armés se rue sur les Armagnacs, frappés de stupeur. L'affrontement est terrible, sans pitié. Les Armagnacs perdent de pied. Les voilà qui reculent. C'est la déroute. Les Armagnacs s'inclinent devant la fougue et le courage de nos guerriers. Ils fuient lâchement.
Gloire à nos combattants. Même blessés, voyez leur fière allure et leur noblesse. Hélas, hélas, que de dégâts dans notre ville, que de plaies sur nos murailles. Je peux vous assurer, cher Gérodeltrate, que cette bataille s'est bien déroulée ainsi. Merci à vous d'avoir fait revivre avec tant de fougue ces moments qui ont couvert d'indignité le clan des Armagnacs. Mon fidèle Guillaume pourrait vous raconter la suite de l'histoire, mais je préfère le faire moi-même. Quelques mois plus tard, en 1362, je rassemble toutes mes troupes et j'attaque le comte d'Armagnac, dont j'écrase l'armée à Lonac. Je le fais prisonnier avec la plupart de ses vassaux. Je ne les libère un an plus tard que contre le versement d'une rançon de 670 000 florins d'or. Alors voici la grande nouvelle que je tenais à vous annoncer. Par la forte des Armagnacs, la résidence de mes ancêtres, les murs de la ville ont été grandement endommagés. Par l'argent des Armagnacs, je vais réparer les fortifications et faire construire un magnifique château. Maçons, tuiliers, charpentiers, tailleurs de pierre, réjouissez-vous, le travail ne va pas manquer. Et vous tous soyez fiers, car l'édifice sera si beau, les fêtes que l'on y donnera seront si raffinées, si brillantes que l'on en parlera jusque bien au-delà des Pyrénées. Merci à vous le public d'être venus si nombreux en cette journée ensoleillée. Merci aux professionnels. Merci à tous les amateurs, bénévoles qui travaillent depuis des mois pour préparer tout le matériel. Les couturières, les charpentiers, les peintres, les menuisiers, les armuriers. Merci à vous tous, les gens costumés qui avaient participé à cet après-midi de soleil. Rendez-vous ce soir sous la halle où Phébus offrira un gigantesque festin. C'est la fête, la farandole est lancée. Joignez-vous à cette immense fête. Ne partez pas. Vous aurez ensuite un chant qui vous sera offert par la chorale de la basse vallée de l'Ariège.
m'offre en l'honneur de Géraud Delprat, un Mazérien qui, parti vers l'Abyssinie sur les traces de son père, est revenu dans notre bonne ville après 8 années d'aventure aussi extraordinaires que terrifiantes. Messire Géraud Delprat, ma joie est grande de vous accueillir dans ce Tinel. Hier, vous nous avez fait frémir au récit de vos aventures. Nous avons tremblé des périls que vous avez courus sur des mers et des terres cruelles. Mais ce soir, ne pensons plus qu'à la joie de vous revoir parmi nous et goûtons ensemble ces mets si délicats qu'on en a coutume de manger dans notre comté. Et tout d'abord, levons nos gobelets pleins de ce délicieux breuvage que fabriquent nos bons moines dans le secret de leur abbaye.
Nous avons aussi dans nos Pyrénées un animal d'une solidité et d'une vivacité inégalables. Un petit cheval dont la race prend naissance à quelques lieues de fois. Un hardi cavalier va vous le présenter. Qu'il entre! Ce cheval est à vous, messieurs les pattes. Je vous en fais donc un hommage à l'intrépidité dont vous avez fait preuve tout au long de ces 8 années d'aventure. C'est me faire un bien grand honneur, Sire Phébus. Je vous en remercie. Un si noble cavalier ne peut décemment se présenter sans une ravissante cavalière. Voici sa belle Amazone. Allez, pas de carré! Hier soir, mes fidèles sujets ont fait revivre sous nos yeux la terrible bataille qui eut lieu voici 4 ans et qui avait mangé si fortement dans nos murailles. J'ai demandé aux plus valeureux de venir ici faire montre de leur bravoure et de leur force. Ils vont aussi vous présenter une arme, encore peu connue dans notre pays, et qui sème la terreur chez les plus féroces combattants. Dans notre pays, avons armes redoutables qui sèment la terreur. Et j'ai le plaisir de vous la présenter.
Arquebus. En place, Arquebusiers.